un paradoxe quand vous allez parler du départ de Christiane Taubira. Et je vous dirai pourquoi. Parce que tout le monde en parle. C'est pas tout le monde en parle, c'est les journalistes parisiens qui disent c'est une réussite, c'est leur jugement. Non, vous allez voir, il n'y a pas que les journalistes parisiens qui en parlent, il y a aussi la presse régionale. En tout cas, il y a une chose qui va mettre tout le monde d'accord à propos de Christiane Taubira, c'est, on va dire, la réussite médiatique de son départ. Si l'objectif était d'avoir de la reprise, comme disent les communicants, ce matin, c'est réussi. Là, si désormais... vous voulez, parce que voilà ce que pensent ceux qui nous regardent, parce qu'ils nous écrivent souvent en disant si vous n'y allez pas ou si vous alliez moins nombreux, il n'y aurait pas de réussite médiatique. La réussite médiatique, c'est vous qui la créez. Oui, mais ce ne sont pas tous les journalistes qui s'appellent en se disant si on allait tous au même endroit, si tous individuellement ou les journaux individuellement décident d'y aller, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à en dire, de positif ou de négatif d'ailleurs. En tout cas, la désormais ex-garde des Sceaux fait la une de la presse nationale. Ça, c'est sûr. Et elle va même jusqu'à coiter, je vous le disais, la presse régionale, pourtant peu encline habituellement à titrer sur des problématiques nationales. Elle fait dans le local, c'est normal, c'est sa raison d'être. Alors, le successeur, lui, doit l'avoir un peu mauvaise, parce qu'il doit se contenter d'une furtive apparition à la une de Ouest France. Il est vrai qu'il est breton. Je rappelle qu'il s'appelle Jean-Jacques Urvoas. Sur la photo, c'est l'homme à la cravate couleur améthyste. Et je pense qu'il faut bien cela quand on s'apprête à s'installer place Vendôme, où siège à la fois le ministère de la Justice et les plus grandes maisons de joaillerie parisiennes. Et puis alors au milieu de tout cela, il y a le cas Libération, William. Le journal s'était mis en tête de consacrer son édition à l'ouverture du festival de la BD d'Angoulême. Et puis patatras, carambolage d'actu, mais pas mal, hein. Libé réagit bien avec cette une signée Catel. Elle est magnifique, cette une. Elle est très jolie. Et toute l'illustration du journal a été confiée à des dessinatrices. Je dis bien des dessinatrices, aucun homme dans le tas. Et vous verrez qu'on peut se passer des photographes quand on a un bon coup de crayon. Alors ici, un dessin de Catherine Meurice pour illustrer la loi qui restera associée au nom de Taubira. Le mariage pour tous, j'imagine que vous n'avez aucune peine à reconnaître les mariés. Sinon, côté bilan, une adresse, ce matin, lemonde.fr, Taubira encensé et détesté. Vous avez un bon travail des décodeurs du Monde sur le bilan de Taubira, des faits, rien que des faits, et chacun se fera une opinion. Sinon, on va rester place Vendôme. Il y a une dizaine de jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, une épaisse fumée noire s'en élevait. C'était le Ritz qui brûlait. Énième rebondissement dans l'histoire de ce palace, fermé pour rénovation il y a 3 ans et qui devait rouvrir ses portes en mars prochain. Alors l'Express nous convie à explorer les coulisses du palace créé par César Ritz, qui a donc donné son nom à l'hôtel. Et alors c'est fou ce que cet endroit recèle d'anecdotes. On apprend que dès l'ouverture du palace, la teinte abricot des abat-jours est soigneusement étudiée pour flatter le teint trop pâle de ces dames. Très vite, le Ritz devient le lieu de ralliement du gratin. Proust, Hemingway, Guitry, Cocteau, Lady Di, ça c'était hier. Woody Allen, Sharon Stone, Elton John, Dormesson, Lucchini, ça c'est aujourd'hui. Oui, vous regardiez Proust à gauche ou Guitry à droite. Et Guitry à droite, ouais. Ils ont habité tous les deux l'hôtel. Ils ont habité l'hôtel, oui, bien sûr. Ouais. Alors c'est au Ritz qu'a été expérimenté le coup de l'orchidée. C'est une invention de Scott Fitzgerald. Un soir, après avoir essuyé le refus d'une prétendante, l'écrivain avale crânement, un à un, les pétales du bouquet d'orchidées retournés par la belle. Et alors amusée, celle-ci finit par succomber à ses avances. Pendant l'occupation, Coco Chanel et Arletty paradent au bras de leurs amants allemands. Göring occupe la suite impériale. L'hôtel est alors dirigé par un couple dont la femme est issue d'une famille juive allemande. Et un soir, celle-ci oublie volontairement d'éteindre le rez-de-chaussée à l'heure du couvre-feu. Et pourquoi ? Eh bien, c'était pour aider les avions alliés à mieux se repérer. Le Ritz, toute une histoire. Donc, la poire Belle-Hélène, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, c'est une invention d'Auguste Escoffier, le cuisinier du Ritz. Au début du XXe siècle, il adorait les femmes. Et Hélène, c'était la fille d'un de ses collaborateurs. Même chose pour les crêpes Suzette. Suzette était l'accompagnatrice du futur roi Édouard VII. Il l'avait rencontrée à un dîner. Même chose pour la pêche Melba. Melba, c'était une cantatrice australienne qui descendait au Ritz. Les fantômes du Ritz, donc, c'est à lire dans l'Express. Merci beaucoup, Patrick.